Bienvenue à toi dans cette vidéo. Après les retours et le succès du premier épisode, je me suis dit qu'il était temps de descendre dans mes archives, de dépoussiérer quelques dossiers et d'aborder un sujet qui n'a jamais encore été traité sur YouTube jusqu'à présent, la naissance du rap français et son histoire. Bien évidemment, une grosse dédicace à Seb qui, il y a quelques années, avait abordé ça du côté des Américains, car c'est là que tout a commencé, donc laisse-moi dépoussiérer 2-3 dossiers et revenons un petit peu dans le passé. On est en juin 1979 et ça fait 5 ans que le mouvement hip-hop s'est développé aux États-Unis sous l'impulsion de DJ Kool Herc. Sylvia Robinson, une chanteuse de R&B, découvre alors le mouvement lors d'une soirée organisée par DJ Lovebug Starkey. Directement, elle flaire le potentiel commercial et va signer 3 rappeurs, Wonder Mike, Big Bank Hank et Master Gee. 3 rappeurs qui vont former un groupe qui te dit peut-être quelque chose, le Sugar Hill Gang. Play the music, he said, hip hop, the hip to the hip hop. I says, what is this? He says, okay, I tell you what, I marry the 3 of you together. You meet me tomorrow at the studio. And that's how the Sugar Hill Gang started. La suite, on la connaît par cœur, ils sortent le morceau Rapper's Delight qui devient le premier tube rap à l'échelle planétaire. Bon alors cette histoire tu l'as entendue des dizaines de fois, mais ce que tu sais pas, c'est son importance dans les premiers pas du rap français. Techniquement, le premier rappeur français, c'est monsieur Phil Barnet. Quelques années avant de connaître un certain succès dans la chanson française, il est à l'origine de la création d'une radio, Carbone 14, qui est une radio qui va passer énormément de musique noire, comme par exemple la funk. Et dès 1981, il va se mettre à chanter ses génériques d'émissions sur des instrumentales de funk, tout ça en rythme, et sans le savoir, il rappait déjà. Avec Phil Barnet et Black Star Music. Je n'ai qu'un besoin, je n'ai qu'une envie, c'est de faire écouter ma musique à tout Paris. On arrive jusqu'au jour où le fameux Rapper's Delight arrive jusqu'à ses petites oreilles. Immédiatement, c'est le déclic, des Américains font pareil que lui, donc ça ne peut que cartonner. Rapper's Delight va être un déclic également pour l'industrie du rap français, le rap ne peut plus être ignoré et son potentiel commercial est immense. Plusieurs chansons de variété française teintées de rap vont alors apparaître, dont une qui va rester dans les mémoires. Chacun fait ce qu'il veut. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Le morceau est entamé dans les années 70 par le parolier Philippe Bourgoin, sauf qu'il galère à en faire un potentiel hit, donc le texte finit à la poubelle. Quelques années plus tard, il découvre un morceau de The Clash, un groupe de punk anglais qui s'est pas mal inspiré du rap au début des années 80. Le morceau commence par Ring Ring 7 AM et cette petite phrase va relancer totalement l'inspi de notre ami Philippe qui va se remettre sur l'écriture de son texte et bon, s'inspirer un petit peu du début. 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. La suite de cette histoire, on la tient, tenez-vous prêts, de Patrick Bruel. Il faut savoir que notre ami Patoche, en 1978, va vivre à New York pour rejoindre sa femme là-bas. Bon, force à lui parce qu'elle va le quitter rapidement après, mais il kiffe New York, il reste là-bas et ça va être l'un des premiers Français à participer, à être présent à des soirées hip-hop. Alors là, je sais, tu vas me dire pourquoi il me raconte la vie de Patrick Bruel. Eh bien, il faut savoir qu'à cette même période, Patrick traîne avec Gérard Presgurvic, un homme qui produit la musique de notre cher Philippe, dont je te parlais juste avant. Ils sont d'accord tous les deux en arrangeant le titre pour en faire un morceau rap, ça peut être un tube. Ni une ni deux, le morceau est confié au duo Chagrin d'amour. Immédiatement, ce morceau est un hit. On se remet un petit extrait pour le plaisir auditif. Clac, fais le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux, je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Bon, là, tu l'auras compris, c'est une tentative de mélanger le phrasé rap avec les codes de la variété française, et bon, forcément, en 2022, ça nous fait un petit peu sourire. Si on veut revenir sur les premiers pas du rap en France, il est impossible de ne pas parler de monsieur Bernard Zécry. Un journaliste français, mais hyper impliqué dans le rap new-yorkais des années 80. Quand Bernard s'installe à New York, il découvre une partie de la culture hip-hop, le graffiti, en se liant à des légendes de cette discipline comme Fab Five Freddy et Futura 2000. Et ouais, la culture hip-hop dans les années 80, elle se focus pas uniquement sur le rap. Les graffeurs, les breakers, les beatboxers, les DJ étaient des acteurs plus importants dans la culture. Bref, on est en 1982 et notre cher ami Bernard travaillait pour un label, Celluloid. Un label fondé par le producteur français Jean Caracos qui arrive à signer une légende du rap américain, une légende du rap tout court d'ailleurs, Afrika Bambaataa. Et à cette époque, Bernard Zécry est proche du magazine Actuel, dont les membres ont une idée exceptionnelle, organiser la toute première tournée hip-hop en France.
Après avoir obtenu le soutien d'Europe 1 et la Fnac, le projet est lancé sous le nom de New York City Rapture. C'est la toute première fois que des artistes américains se produisent sur des scènes hors des États-Unis. Le public français et londonien font donc découvrir pour la première fois des DJ, des breakers et bien évidemment des rappeurs. Ah, c'est YouTube qui vient de me dire que cette vidéo était forcément démonétisée vu qu'on utilise des extraits. Mais merci à notre sponsor du jour. Bienvenue au niveau -2 des archives mon ref. C'est ici que je trouve toutes mes petites sources, où je fais toutes mes petites recherches pour la vidéo que tu vas visionner. Des recherches que je n'aurais pas pu faire sans notre collaborateur NordVPN. Grâce à NordVPN, on va pouvoir accéder à des contenus qui ne sont pas du tout disponibles en France. Et je t'avoue que ça sert pas mal quand tu fais un travail d'archivage, que tu recherches quelques petites sources à droite à gauche et que t'as pas forcément accès. Oui, ou aussi pour regarder des séries disponibles à l'étranger, je sais, mais ici on est aux archives, on travaille les gars. Rien du tout, batteur, c'est pas vrai les mecs. Vous sentez cette odeur? On travaille, arrêtez là. Ça va te permettre aussi d'accéder à des plateformes de streaming du coup à des prix plus avantageux, ou par exemple pour voyager un peu moins cher, tu te connectes dans un pays où tu te fais pas taxer de fou, et puis là, ton billet d'avion tu le payes moins cher. Et oui mon ref, c'est comme ça que ça se passe avec NordVPN, on fait des affaires. En plus, ce qui est hyper intéressant avec NordVPN, parce qu'on a plein de petits malins qui essayent de hacker nos archives et d'obtenir certaines informations, NordVPN te permet aussi d'avoir une fonction anti-malware avancée, ce qui va permettre de protéger tes données, etc., notamment quand tu te connectes à un réseau public. Bien évidemment, comme tu peux le voir, NordVPN est disponible sur Windows, iOS, Android, macOS, Linux, bref, normalement, tu trouveras chaussures à ton pied. Donc si comme nous, ça t'intéresse de passer chez NordVPN, mon ref, obtiens une offre exclusive avec ce lien juste ici que tu pourras retrouver dans la description, qui te donne accès à des réductions importantes sur les services NordVPN, avec la garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Donc un gros merci à NordVPN de m'avoir permis de chercher des infos et de créer cette vidéo. Donc let's go, on quitte le sous-sol et on remonte là-haut. Si on veut citer un dernier acteur du développement du hip-hop dans les années 80, on est obligé de parler de monsieur Sydney. Comme beaucoup, sa carrière a commencé sur une radio libre, en l'occurrence Radio 7. Et c'est à partir de 1981 qu'il va animer sa première émission, Rappeur, Dapper, Snapper. En gros, une émission qui rassemble des rappeurs, des dabbers et des snapchatters. Non, concentre-toi, c'est faux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une des premières émissions dédiées au rap. On s'écoute ça. Sur la plage ou dans ta cité, surtout, reste bien branché. Oui, toi là-bas, sous ton cocotier, surtout, reste bien branché. La carrière de Sydney va complètement être bouleversée à partir de 1984, lorsque TF1 va s'approcher de lui pour lui proposer d'animer une émission à chipper, à choper. Une émission hebdomadaire exclusivement centrée sur le hip-hop. Et la chose qui est incroyable, c'est que c'est une première mondiale. Donc les Français, voilà, on avait un petit peu d'avance, et en plus de ça, c'est une des premières émissions présentées par un animateur noir. Sydney va alors parler dans cette émission à son public directement en rappant, il va lui faire apprendre des moves de break, faire des battles, etc. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Et ce qui est assez fou, c'est que cette émission aura un énorme succès puisqu'elle va recevoir des invités de taille, Madonna, oui, le Sugar Hill Gang dont je te parlais au début, et surtout, Monsieur Afrika Bambaataa. À ses débuts, HIP à choper est programmé juste avant la fameuse série Starkey et Hutch, ce qui lui apporte bien évidemment énormément de visibilité, mais à partir de septembre 1984, elle est reprogrammée au mercredi, ce qui malheureusement fait perdre pas mal d'audience. Le hip-hop est alors un peu vu par les médias comme une mode qui commence à s'essouffler, et malheureusement, l'émission sera arrêtée en décembre de cette même année. Pourtant, la scène hip-hop et la scène rap française est très loin de s'arrêter, et de vrais passionnés vont continuer à faire vivre le mouvement. Exemple avec Sophie Bramley, une photographe française proche d'Afrika Bambaataa, qui l'avait même nommée la Zulu Queen. En gros, pour faire bref, Afrika Bambaataa avait créé une organisation pour la prise de conscience du hip-hop qui s'intitulait l'Universal Zulu Nation. Donc voilà, si une légende du rap t'appelle la Zulu Queen, ça montre à quel point notre Sophie est une OG du rap. En effet, Sophie est contactée par MTV qui voudrait produire une version européenne de sa chaîne et ainsi produire quelques nouveaux programmes. On lui propose alors d'animer une émission centrée sur le rap exclusive à MTV Europe. Notre Sophie lance alors Yo et reçoit une liste incroyable de rappeurs, Run DMC, NWA, LL Cool J, Ice-T. Bref, c'est une craque, le succès est immédiat et ça fait plaisir de voir un visage féminin représenter le rap en France. Yo, I gotta keep on too. That's why I got Cold Cut that I haven't seen in ages. But I kept an eye on Right, you. so hello.
Have you been? Pour te dire à quel point l'émission fonctionne, les Américains veulent reproduire cette émission aux États-Unis sur MTV, et cette fois-ci, c'est présenté par le graffeur Fab Five Freddy, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Yeah, Thug Life. We got the crew is just back, mega. You know what I'm saying? Yeah. So brothers in the studio right here. We getting ready to dip into there in a minute. Where a lot of major West Coast artists record out. La suite, 7 ans de succès avec tout un public de jeunes Américains qui rêvent de passer sur MTV. Qui te met en trop sur ce terrain, osmose, te terrasse, te balance et te met la dose. Crée en toi un élan de 12 à 5 sensuel et te font dire sereinement que tu es beau ou belle. Bref, revenons au rap parisien de l'époque. Un des groupes les plus hype des années 80, c'est Monsieur Destroyman et Joingo, deux chasseurs de skins venus du rock qui avaient été pris sous l'aile des Rita Mitsuko. Et nos deux rappeurs là fréquentaient souvent l'un des endroits les plus emblématiques et les plus importants du début de l'histoire du rap français, le terrain vague de La Chapelle. C'est sur ce terrain vague que vont être organisées les premières free jams. Alors en gros, pour t'expliquer brièvement, ce sont ces fameuses block parties qu'on connaît aux États-Unis. Le but était de rassembler tous les passionnés de la culture hip-hop lors d'un événement, donc les DJ, les rappeurs, les breakers, etc. Une initiative que l'on doit à notre bon vieux DJ Dynasty, une légende du rap français, qui explique lors d'une interview écrite comment tout ça s'est créé. Avec un copain, on décide d'organiser des free jams dans le terrain vague à côté de métro La Chapelle. Avec le métro aérien, on se croyait à New York, mon pote a ramené des enceintes, j'ai loué un groupe électrogène, je ramenais les platines, disques, etc. Au début, c'était entre nous, les mecs de cité qui étaient là et qui écoutaient du rap. Et de samedi en samedi, ça arrivait de plus en plus. Il y avait 200-300 personnes sur le terrain et les flics ont commencé à se poser des questions. À la fin, des quarts de flics sont arrivés et ont encerclé le terrain. Tout le monde est parti en courant. Et c'est également là-bas que de futurs superstars vont faire leur premier pas. Je pense là à NTM, Assassin ou même Vincent Cassel. Qui est, pour ceux qui ne le savaient pas, le petit frère de Rockin' Squat, le rappeur d'Assassin. Tiens d'ailleurs, regarde-moi les talents de beatbox qu'il avait à l'époque. Si c'est la première fois que tu me vois, souviens-toi de son nom, MC Squad K. Tout ça, comme je te le disais, on le doit au bon vieux Dynasty, un véritable pilier du mouvement qui sort en 1984, le tout premier album de rap français, Panam City Rappin'. Et tout ça, il faut le préciser, en totale indépendance, totalement solo, les prods, le texte, etc. Le gars était déter. Mais il fallait des boucs comme ça pour justement développer cette culture en France. Et donc j'ai commencé, j'avais déjà une petite platine, bon je m'en suis acheté une deuxième, je me suis acheté une petite table de mixage, mais à l'époque il n'y avait même pas de pré-écoute, pas de crossfader, donc j'ai essayé de faire mes mix comme ça. Je dis pas qu'on faisait des merveilles, je dis pas que c'était super, c'était, on traduisait un peu, toi quand il y a New York qui est sorti, bon moi j'ai fait Panam, tu vois, c'était les mêmes thèmes mais adaptés à la réalité d'ici quoi. Et pour que tu vois à quel point le mouvement rap était minuscule à cette époque, dis-toi que Monsieur Dynasty, que tu vois actuellement là sur cette photo, avait noté au dos de chaque vinyle son numéro de téléphone. Et en plus de ça, pour ramener un maximum de monde au terrain de La Chapelle dont je te parlais tout à l'heure, il faisait des flyers lui-même à la main qu'il venait glisser en scred dans les vinyles de rap, de funk, dans les disquaires qu'il y avait autour de chez lui. Et oui, c'est les tout débuts, ça change de La Crime et Mysterio si je dis pas de conneries, qui eux mettaient des barrettes de shit dedans. Ah oui, bah c'était un autre moyen de com. Hein. C'est en vendant ces disques main à la main que notre ami Dynasty fait la rencontre de Lionel D, animateur passé par plusieurs radios libres, passionné de hip-hop et surtout freestyler de renom. Réalité ou science-fiction, quoi qu'il en soit, fais très attention car la justice est partie remplacée par la haine. Grâce à Radio Nova, il diffuse à partir de 1988 le Dynastyle, animé par notre ami Lionel D et mixé par Monsieur Dynasty. L'émission est diffusée de 22h à minuit chaque dimanche. Elle consiste en 1 heure de set de Dynasty qui présente aussi les actualités rap US, puis surtout 1 heure de freestyle légendaire de notre ami Lionel. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était 1 heure d'acidité sur Nova, mais c'est pas fini, Lionel est avec nous et puis je crois qu'on a quelques messages à faire à tous les D-boys, entre autres que le mouvement pourrait devenir quelque chose de super dans l'avenir, alors il faut le protéger. T'as bien raison de le dire. Donc initialement, les freestyles sont assurés par Lionel, mais bon, rapidement, il va vite être à court de texte au fil des émissions. Il décide alors d'inviter un maximum de rappeurs pour défiler devant les micros de Radio Nova. Ce sont alors les débuts d'Assassin, Minister Hammer ou encore NTM. Cette émission va être super importante, notamment pour plein de jeunes qui deviennent amoureux du rap en écoutant le Dynastyle. D'ailleurs, lors de cette émission, certains passages deviennent alors légendaires, comme par exemple la première version de Bouge de là de Monsieur MC Solar. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Je l'ai dit, bouge de là. Bon, bye bye, ça fait. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Sentant que l'agitation autour du rap français n'est pas morte, Virgin se réveille, prend un pari et finance un projet qui va révolutionner le rap français, Rap Attitude. Et ouais mon gars, c'est la toute première compilation de l'histoire du rap français, et en plus de ça, petit succès, elle se vend très vite à sa sortie à plus de 100 000 exemplaires, pas mal.
Dans la tracklist, on retrouve des habitués du Dynastyle, Assassin, NTM, EJM, etc. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs Solo, le rappeur d'Assassin, qui est présent sur la cover du projet. Un projet légendaire qui va, voilà, réveiller un petit peu les maisons de disques et de nouveau relancer l'intérêt des maisons de disques vis-à-vis du rap. Car j'ai déjà tué par mes rimes les 50 connards du top. Stop, dites-moi, je vis à quelle époque? Car quand j'allume la radio sur n'importe quelle fréquence, je n'entends jamais quelque chose qui balance. Et oui, après que Rapétitude ait tapé le disque de Roro, les maisons de disques et les labels commencent à s'intéresser à un ou plusieurs rappeurs pour éventuellement faire un succès commercial. L'un d'eux, signé chez Polydor, va rapidement connaître un succès national. Un artiste qu'on avait déjà pu entendre sur les ondes de Radio Nova avec son crew Possi 501. Il est juste là, il est beau, avec son bob, c'est MC Solar. Sur un ton amusant, MC Solar raconte dans le morceau Bouge de là ses mésaventures à Maison-Alfort à Paris. En gros, il rencontre une nouvelle personne à chaque couplet et la maladresse de Solar lui fait dire à cette personne Bouge de là. Je suis allé chez Lucie qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait Bouge de là. Pour l'anecdote, Bouge de là possède 2 clips différents. Un des 2 clips a été produit par le label de Solar suite au succès du morceau, mais le premier clip est sorti sur l'émission mythique Rapline. Alors, qu'est-ce que Rapline? Eh bien, pour parler de cette émission mythique, il faut tout d'abord parler d'un personnage d'Olivier Cachin. C'est un journaliste musical fasciné par les courants alternatifs et qui est notamment l'un des fondateurs du magazine L'Affiche, un magazine publicitaire devenu petit à petit le premier magazine centré sur le rap. Donc son travail avec L'Affiche suffirait à retenir son nom en tant que grand représentant de ce mouvement, mais notre ami Olivier a fait bien plus que ça. Avec la rediffusion de l'émission HIP HOP, le public rap voit petit à petit le rap disparaître du petit écran, mais en 1990, grâce à M6, on revoit une émission apparaître, Rapline. Heureusement qu'il y a cette émission pour parler des problèmes de la société. De la société, man. Yeah, Rapline, man. Merci aux inconnus pour cette intervention. Rapline, c'est tout simplement le contenu rap le plus complet qu'on puisse retrouver à l'époque. Des clips américains sous-titrés en français, des interviews des précurseurs et des futurs stars du rap. Bref, Olivier Cachin se démène pour montrer toutes les facettes du rap. Et bienvenue dans ce 12e numéro de Rapline, l'émission afrocentrique et reptilienne qui change de peau et qui vous propose, comme tous les samedis soirs, une sélection incroyable de dope beats et de rap qui frappe. Mais là où Rapline va faire très fort, c'est en produisant un maximum de clips de rap français. En effet, lors du lancement de l'émission, les clips rap FR se font extrêmement rares. Et M6 va remédier à ça en produisant plus de 50 clips musicaux pour des artistes rap français. Et ça, de NTM au ministère à l'art. T'es un charlatan qui pour de l'argent vend ta couleur, ton sang, ton honneur au blanc. Jette ta grand-mère, t'es le cerbère qu'ils ont dressé pour me faire taire. Tiens d'ailleurs, je viens de retrouver une petite anecdote là. Dans En attendant les Sirènes 3, Orelsan reprend le générique de l'émission et se paye même le luxe d'une intervention d'Olivier Cachin en personne. On va retrouver celui qui s'est révélé avec un premier album intitulé Perdu d'avance. Le second qui sort le 26 septembre 92 s'intitule Le Chant des Sirènes. Qui est donc ce nouveau venu dans la scène du rap français? Vous allez le découvrir sur la Rapline. Voici Monsieur Orelsan. Jusqu'au début des années 90, il faut savoir que le rap français qui est mis en avant par les médias est exclusivement du rap parisien. Pourtant, des passionnés font vivre le rap français de l'autre côté du pays, mais ils ne sont pas encore mis en avant. Et ça sera rectifié grâce à Rapline qui fait passer régulièrement un groupe dans ses émissions, un groupe de Marseillais qui commence à faire du bruit. Je veux bien évidemment parler de IAM. Je ne joue pas du rap, prêche la réalité n'est pas les cheveux de vidéo. Rap contre la loi, tu me demandes pourquoi, je ne peux te répondre car moi-même ne le sais pas. Fondé à la fin des années 80, IAM commence à se faire connaître auprès du jeune public rap grâce à leur premier projet qui est juste derrière moi, Concept, qui est d'ailleurs la toute première mixtape de l'histoire du rap français, précisons-le. Tu restes statique, bélier réalise ainsi, crie au monde bien ceci que je suis AM, Imperial Asiatic Man, nouvelle forme qui revient, tu traces, mais relax, jamais je ne. Cette magnifique mixtape que tu vois là et dont tu viens d'entendre un extrait est totalement artisanale. Il faut savoir qu'elle a été faite dans une cuisine et que la cover que tu vois là a été réalisée à base de collage et de coloriage. Donc en gros, un enfant de 5 ans aurait pu la faire, mais pas sûr qu'il aurait rappé aussi bien. À la sortie du projet, IAM ne distribue que 400 cassettes. Heureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas tous les petits malins sur Twitter qui s'amusent à vanner les ventes de projets, on vous voit. Mais leur musique va quand même vite se propager, et notamment grâce à une personne, Joey Starr.
On est en 1990 et Joey Starr est à Nice avec Rockin' Squat et Vincent Cassel. Les deux frères, Rockin' Squat et Vincent Cassel, présentent à Joey Starr un cousin à eux qui est marseillais et il va leur faire écouter une cassette qui va tout changer. Et cette fameuse cassette, c'est celle de Concept, qu'il fait écouter aux trois Parisiens qui pètent littéralement un câble sur le projet. Pour te dire, Joey Starr est tellement impressionné par le projet qu'il met de côté tout ce qu'il avait de prévu et veut absolument rencontrer les gars d'IAM le lendemain. Et ce qui est complètement improbable, c'est qu'ils prennent le métro par hasard et vont tomber nez à nez avec Kefren, un danseur, mais aussi un membre du groupe d'IAM. Ils les emmènent directement chez le producteur Keops, ils vont rencontrer Akhenaton et discuter de la débrouillardise autour de ce projet Concept. Une fois rentrés sur Paris, les gars de NTM et Assassin qui se sont pris le projet pleine balle vont diffuser cette cassette un peu partout, un projet qui va très vite être considéré comme l'un des plus qualitatifs sortis à l'époque. La station de métro Louvre, l'une des plus belles de Paris, a été recouverte de graffitis dans la nuit de mardi à mercredi. Et cet après-midi, une quinzaine de jeunes ont été arrêtés dans la station après avoir été pris à partie par des voyageurs. Le 1er mai 1991, on découvre avec stupeur le métro Louvre-Rivoli rempli de tags. C'est une des stations emblématiques considérées comme les plus belles de Paris et forcément, le grand public et les politiques sont dans l'incompréhension totale. Vous savez combien ça nous coûte toutes ces conneries? C'est 5 milliards et des poussières, tous les ans. C'est vous qui payez, c'est moi, c'est tout le monde. La RATP en 91, elle a voulu jouer les malins là. Des amendes hyper chères, et ben voilà. Ça veut dire que les taggers maintenant, ils peuvent niquer la plus belle station de Paris. Ça va continuer, vous croyez? Bon, oui, je sais pas, mais à mon avis, ils s'arrêteront pas comme ça, ils vont tout niquer là. Ils vont tout niquer en 91. Pourtant, la provocation prend de plus en plus de part dans le hip-hop en France et une partie de la scène rap française va prendre position contre le système mis en place. Certains groupes comme le Minister Hammer vont alors enchaîner les polémiques et les provocations avec des sons de rap hardcore, comme par exemple le morceau Brigitte, femme de flic, un morceau qui raconte l'histoire d'une femme qui a des aventures avec des jeunes de quartier. C'est peut-être la femme du monsieur juste derrière et bon voilà. Ça passe pas trop. Pas besoin d'années avancées pour faire du dada chez toi ou chez toi. Façon Caligula, on étudiera le Kama Sutra. Alors vite Brigitte, prépare-toi, je vais chier. Certes, un rappeur comme MC Solar plaît davantage au grand public, en témoigne le succès de son premier album Qui sème le vent récolte le tempo, mais certains artistes comme NTM ne font pas de compromis, ne cherchent pas à plaire à tout le monde, mais le succès est quand même là. On bouge de là, je suis désolé, il n'y a pas un rap américain, il y a 4 mesures de rap, 4 mesures de break. Son rap à la fin, au final, il y a combien de mesures? Il y a un couplet à nous. Dans tout son rap, il y a un seul couplet, tu vois. Nous, il faut qu'on écrit 4 des couplets par. C'est pas pareil, quoi, tu vois. En 1992, ils parviennent à remplir le Zénith de Paris et c'est là que 6200 personnes vont assister à un des concerts les plus légendaires de l'histoire du rap français. Mesdames et messieurs, dans un instant, des ménageurs épaulés par l'imprenable égocentrique. Dealer, lyrical, gladiateur, linguistique, grand accusé par destin, négation totale. Allez, prends tes balais, oui, tout en est noté par l'action radicale de la langue poétique, loin d'ici d'un heure prédominant. Les années 90, c'est aussi une période marquée par des conflits entre IAM et NTM. Une rivalité au départ plutôt saine qui a malheureusement vite dérapé. Je pense que le rap français est en très bonne voie pour devenir quelque chose de reconnu internationalement. Il l'a dit. L'histoire remonte au début des années 90. Comme je disais avant, Joey Starr découvre IAM à leur début et partage à mort leur première mixtape. Donc au passage, il va se permettre de donner quelques conseils aux membres du groupe et notamment un très important, ne pas signer au sein de Label Noir, un label de Virginie. En effet, NTM avait bossé avec ce label pour la compilation Rap Attitude et bon, apparemment ça s'était pas bien passé du tout. Ils en étaient même venus aux mains avec l'un des producteurs du label avant un concert. Et quand je vois la gueule de Joey Starr à cette époque-là, pas chaud de me battre avec. Même aujourd'hui en fait, je crois. Pas ouf. On a rencontré pas mal de gens, ouais. On a des propositions un peu de tous les côtés, et puis on va voir ce qu'on va faire. Eh bien, IAM vont littéralement ignorer ses conseils et signer dès la première occasion au sein de Label Noir. Quelques mois plus tard, NTM vont sortir leur premier maxi, Le Monde de Demain. En gros, c'est l'ancêtre de l'EP. Et les membres d'IAM découvrent qu'ils samplent un morceau de Marvin Gaye qu'ils avaient déjà eux-mêmes samplé sur un de leurs projets précédents. Et ça, bon, voilà, ça passe pas trop pour les Marseillais, ils voient ça comme une trahison et les rapports commencent un petit peu à s'effriter. Nom sur le micro, car le succès pour mon groupe se profile, succès et pour défendre mon En l'air, le monde de demain, quoi qu'il advienne nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute sur enfin. Mais l'événement qui va véritablement mettre un froid entre les deux groupes, c'est lors de ce festival Banlieue Bleue en 1991. À domicile, à Saint-Denis, NTM n'arrive pas à maîtriser son public, les jeunes de Sarcelles et de Saint-Denis se gueulent dessus au point de se la mettre. Et en plus de ça, IAM, lors de leur passage, malheureusement, ils vont se faire huer, ne feront pas la totalité de leur son et partiront de la scène.
J'attends que tout le monde sorte de scène et des coulisses et des loges. Et ce n'est qu'un an plus tard, lors d'un concert à Vitrolles, que les deux groupes se retrouvent sur la même programmation. Malheureusement, bilan de tout ça, une belle baston et une mauvaise image pour le rap français. On est en 1995, NTM reçoit enfin son disque d'or, un mois après la sortie de leur pièce maîtresse, Paris sous les bombes. Tu t'en souviens de nos rêves, quand on était dans les hangars, quand on sentait monter la fièvre. Joey Starr a beaucoup fait évoluer son style en s'inspirant du raga, tandis que la plume de Cool Chain est plus aiguisée que jamais. Paris sous les bombes, c'est un succès critique et commercial, obtenu sans se compromettre. Même si le rap hardcore connaît son succès, des adeptes d'un rap plus posé se font quand même entendre. Et une deuxième génération de rappeurs va voir le jour. Et parmi eux, les rappeurs qui vont apparaître vont s'inspirer de la West Coast avec des Snoop Dogg, Dr. Dre, etc. Je pense là à Alliance Ethnique, un groupe de Cray rassemblant plusieurs artistes d'origines différentes, d'où leur nom. Ah, respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Avec le titre Respect, ils vont connaître un énorme succès auprès du grand public, tout en étant critiqués par une partie du public rap qui considère que les rappeurs doivent forcément avoir pour vocation de dénoncer et d'être un petit peu hardcore. Mais pourtant, quelques pionniers du rap français vont se permettre quelques écarts et venir titiller le top 50. IAM va bien évidemment faire danser le Mia à toute une génération. Et NTM cartonne un an plus tard avec La Fièvre. Et même si ces tubes sont critiqués par une partie de l'auditoire rap français, cette vague n'est qu'un retour à la mentalité Peace, Love and Having Fun qu'on voyait dans le rap des années 80. Et d'autres artistes vont suivre cette dynamique, comme Ménélique, le protégé de MC Solar, qui va tout rafler avec son premier album, Phénoménélique. Dans la foule, je perçois le rire d'une dame. Entre les gens, je rame pour m'approcher de la femme. Wow! Tiens d'ailleurs, je viens de retrouver, j'ai une anecdote au sujet du plus gros hit de Ménélique, Bye Bye. Le morceau raconte une dispute entre Ménélique et sa copine, incarnée par la chanteuse Iman D. Pourtant, même si t'as pu visionner le clip, il sera impossible pour toi de reconnaître son visage. C'est bon, tu peux prendre toutes tes affaires. Ah ouais, et tu crois que je t'ai attendu pour le faire? Toi et ta horde de serpents, je vous souhaite bien du bon temps. En fait, la maison de disques a décidé de garder les pistes d'Iman, mais de la remplacer dans le clip par une autre chanteuse, pour apparemment des raisons marketing. Des méthodes de com un petit peu douteuses qui vont pousser certains artistes à se tourner vers l'indépendance. Assassin décroche d'ailleurs en 1995 le premier disque d'or en full indépendance. Même si bon, Booba dira le contraire quelques années plus tard. Et certains collectifs comme la Clica vont incarner cette indépendance. Ce groupe du 18e arrondissement est composé de rappeurs de qualité, Roca, véritable prodige capable de rapper en français ou en espagnol, et Daddy Lordsy, qui poursuivait à côté du rap une carrière de boxeur. Le collectif est articulé autour du Chimiste, un excellent producteur qui va être l'un des premiers à ramener des vibes East Coast en France. Chaque attaque te claque quand je me prends sur une prise. Jack. Et d'autres collectifs comme ATK, les Sages Poètes de la Rue ou encore la Funky Family vont arriver dans cette même période avec une démarche similaire. C'est pareil dans le rap, c'est-à-dire que quand il y a un truc bien qui arrive à certains, si jamais les autres peuvent aider ceux qui sont encore restés derrière, quoi. Ils doivent le faire absolument, quoi, directement. Mais deux collectifs vont bousculer les auditeurs et la scène rap française, Time Bomb et le Secteur A. Alors attention, pour les plus jeunes, là, beaucoup de noms vont arriver, beaucoup de nouvelles têtes à retenir, c'est parti. Commençons par Time Bomb, un collectif créé en 1995 par DJ Mars, DJ Sec et Rick Valavo. Ils fondent leur collectif autour d'une compilation rassemblant plein d'artistes prometteurs. On peut par exemple citer les X-Men, un groupe composé par le rappeur Hill et Cassidy, Pete Bacardi, qui est pour l'anecdote le grand frère de Dossé, Oxmo Puccino, qui est totalement inconnu à l'époque, et surtout Ali et Booba, qui forment le duo Lunatic. Avant tout ça, Booba avait été danseur pour le collectif La Clica, puis rappeur avec Ali au sein du collectif Beat the Bull, un collectif qui réunissait les Sages Po, L.I.M. ou encore Sir Dooms. En 1998, un des membres du collectif va infliger une énorme tarte au rap français, c'est Oxmo Puccino. À 24 ans, il est découvert par le grand public après sa participation à un projet de Keops, je le rappelle, le DJ et producteur d'ailleurs. Quelques mois plus tard, le MC le plus charismatique de France confirme les attentes en sortant ce projet
Opéra Puccino. Dès l'enfance, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. L'album est magnifiquement bien produit et écrit. Les critiques élogieuses vont alors pleuvoir de partout. Plaire autant au grand public qu'aux amateurs de rap, c'est un exploit que peu ont réalisé. On surnomme même Oxmo Puccino le Black Jack Brel. Un surnom de qualité, hein. C'est parce qu'on dit que ça va s'arranger qu'on reste ici. C'est la loi du point final qui nous tient. La vie est belle comme une pin-up, une pipe, un striptease dans un pipe show. Sur le morceau qu'on vient d'écouter, on peut entendre un couplet légendaire de Lino, membre central du second collectif qui a marqué cette période, le Secteur A. Alors oui, je sais ce que tu te dis derrière l'écran, si tu ne connais pas tout ça, ça fait beaucoup de noms, on dirait un arbre généalogique, mais t'inquiète pas, on va prendre le temps. En gros, le Secteur A que tu vois là a été créé par le ministère Hammer, qui est notamment composé de Passy et Stomy Bugsy, deux noms que j'ai déjà abordés tout à l'heure quand j'étais dans le Comico, pour parler de leur polémique assez fréquente avec des morceaux anti-flics. Pas de bête sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de bête sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. D'ailleurs, il s'était tellement mis l'état à dos que le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua a tenté d'interdire leur disque à la vente, mais sans succès. Par contre, ils ont écopé d'une amende de 250 000 francs, ce qui fait à peu près 50 000 € aujourd'hui. Ça pique. Et c'est après la sortie de leur album en 92 et 94 que le ministère Hammer va se focus sur la création du Secteur A. Ce collectif est géré par la tête pensante juste ici, Kenzie, qui est considéré comme l'un des premiers businessmen du rap français. Il va être derrière les succès de tout le Secteur A et ça va commencer en 96 avec le monsieur que tu vois juste là et son premier album, Doc Gynéco. Je te parlais de l'arrivée du mouvement West Coast avec l'Alliance Ethnique, mais c'est Doc Gynéco qui va recevoir le succès le plus retentissant avec son album désormais classique, Première Consultation. Mélodieux, drôle et légèrement provoquant, cet album est une petite révolution pour le rap français, rien qu'au niveau des productions, parce qu'il faut savoir que tous les morceaux sont enregistrés avec des vrais instruments, une chose qui est assez rare à l'époque. Girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Mais aussi de par son ouverture musicale, parce qu'il faut savoir que Monsieur Doc Gynéco pousse la chansonnette sur pas mal de refrains de ses morceaux, et du coup, de nombreux morceaux vont passer à la radio sans forcément qu'ils aient pour but premier d'être commerciaux. Avant 1995, le rap n'avait pas cette dimension commerciale puisqu'il y avait très peu de relais médiatiques. Mais cette année, une radio va diffuser massivement du rap et bouleverser toutes les stratégies des labels. Je te parle ici de Skyrock. Skyrock, la super radio. Alors là, tu vas me dire pourquoi une radio qui a rock dans son nom commence à diffuser du rap. Pour le comprendre, il faut que je te sorte le dossier et qu'on remonte ensemble sur la création de cette radio. On est en 1985 et la radio Énergie est en train de cartonner. Pierre Bélanger souhaite se positionner et faire de la concurrence. Il va donc transformer sa radio, La Voix du Lézard, en Skyrock. 10 ans plus tard, les auditeurs de la radio ont pour la plupart vieilli et les jeunes ne se dirigent pas vers Skyrock en priorité. Laurent Bounot, le directeur des programmes, sait qu'il faut radicalement changer la direction artistique de la radio pour attirer un nouveau public. Skyrock saisit alors l'opportunité lancée par Jacques Toubon, à l'époque ministre de la Culture, qui impose aux radios françaises de passer au moins 40% de musique française pour lutter contre l'américanisation. En gros, que les jeunes ne se calquent pas sur les Américains mais plus sur une culture française. Pour Laurent Bounot, l'équation est simple. En France, la musique des jeunes, c'est le rap français. Aucune grosse station de radio s'est spécialisée là-dedans, donc c'est le moment pour Skyrock. À partir de 1995, la promotion rap se fait donc sur Skyrock et tout le monde va jouer au petit jeu de la radio en plaçant un ou plusieurs morceaux grand public dans leurs albums. C'est, on va dire, un petit peu le début du commercial. Voilà, on commence à vendre son cul, quoi. Bien entendu, Skyrock sera accusé par une partie du public rap et par certains rappeurs de formater le rap pour la radio. Mais elle sera également un moyen pour certains rappeurs de gagner très vite en visibilité. En 1998, Skyrock va d'ailleurs lancer sa toute première émission, Planète Rap, que tu connais forcément aujourd'hui, qui vise à promouvoir les nouveautés rap français en diffusant des freestyles, des sons en exclusivité, des interviews, etc. Le premier invité, ça sera Monsieur Bustaflex, un artiste produit par Cool Chain, qui viendra pour la promotion de son premier album éponyme. Alors attention, hein, pour les plus malins, c'est pas l'album qui s'appelle Éponyme. Éponyme, ça veut dire qu'en gros, son nom, c'est le nom de son projet. Voilà. J'ai une carte de visite, hein, il est pas allé chercher loin. Un festival de flow pour les MC, pour les gars, j'ai ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il y a? Y'a que les grandes bouches, je fais ce qu'il y a. Cause de ma scène, c'est Nista, l'énergie, Entre 1997 et 1998, deux albums de rap français vont sortir de grands classiques de cette histoire. L'école du micro d'argent d'IAM et Supreme NTM de NTM.
Et oui, même si les nouveaux arrivants sont en train de révolutionner le rap français, les pionniers de ce mouvement en France ne sont pas dépassés pour autant, loin de là. IAM et NTM sont au sommet de leur art et ces deux albums vont marquer l'apogée de leur rivalité. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes, le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile, tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. Commençons par IAM avec l'école du micro d'argent, totalement enregistrée à New York, qui s'inspire beaucoup de la vibe East Coast du moment, avec par exemple le succès du rappeur new-yorkais Nas. Pour l'anecdote, en 1996, l'album était entièrement mixé, mais Akhenaton découvre Mobb Deep, prend une grosse claque au niveau du mix et décide de refaire l'intégralité des mix des morceaux du projet. La volonté d'IAM était de concevoir les titres comme des documentaires, le storytelling qui est présent dans ce projet est complètement fou, et le groupe nous peint une ville de Marseille triste et malheureusement inégalitaire. Le plus gros classique de ce projet, c'est bien évidemment l'outro, Demain c'est loin, un morceau de 9 minutes sans aucun refrain, qui est juste un long constat du malaise que vivent les banlieues à l'époque, et là, c'est un classique absolu. NTM sortait l'album de la consécration, Suprême NTM. Plus authentique que jamais, les deux MC de Saint-Denis sortent un album incontournable du rap français. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église, désolé si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils. Suprême NTM, c'est un album rempli de classiques qui aboutit à une tournée légendaire où ils vont quand même remplir 2 fois le Zénith avec une ambiance assez folle quand même. Quelques images tout de suite. Petit plaisir, petit kiff, écoutons tout de suite le morceau préféré de mon daron. Papa, celle-là elle est pour toi. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz 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 gueule quand tu boites, ton nom passe avant gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. D'ailleurs, pour l'anecdote à propos des tournées, une 3e était prévue, avec même un concert au Parc des Princes. Le projet sera malheureusement annulé à cause de problèmes judiciaires d'un des 2 membres du groupe. Je te laisse deviner lequel. Cool Chain. Joey Star. Ouais, sans trop de surprise. Alors oui, par contre, faut préciser quand même, c'est avant qu'il tabasse son singe, une caissière, sa femme aussi. Voilà. Je tenais à le préciser. Enfin, pour refermer cette édition, les victoires de la musique ce soir à l'Olympia qui viennent comme chaque année couronner des artistes ou les créations qui ont marqué l'année musicale. 20 février 1999, toutes les stars de la chanson française sont réunies à l'Olympia pour la 14e édition des victoires de la musique. Dans la catégorie album rap de l'année, on retrouve 4 gros noms du rap français. Stommy Bugsy avec l'album Quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut. Ses collègues du secteur A avec Arsenic et le projet Quelques gouttes suffisent. NTM et leur instant classique Suprême NTM. Et enfin MC Solar qui vient présenter son 4e album, sobrement appelé MC Solar. 4 projets extrêmement bons, mais pourtant, lors de la remise du trophée, aucun d'eux ne sera cité, et le Grand Prix sera remis à Panic Celtic de Mano. Ouais, tu sais, ce truc-là, là. Carrément, les gars de Mano sont un petit peu gênés de recevoir cette récompense et le monde du rap s'indigne face à cette décision. Un signe que, même après 20 ans d'existence et des cartons immenses, le monde de la musique en France n'est pas encore totalement à l'aise avec ce mouvement. Mais tu me diras, est-ce que ça a vraiment changé depuis ? J'ai un truc dans la gorge. Bref, on est en 2000 et la scène rap français a changé du tout au tout ces dernières années. De nombreux artistes de la nouvelle génération ont fait leurs preuves, se propulsant au top des charts. La première génération, NTM, IAM, etc., elle va prendre à ce moment-là un petit peu de recul et moins de place dans l'espace médiatique. Ce même espace médiatique qui s'apprête à être envahi par un jeune rappeur qui commence à faire du bruit, je veux bien entendu parler de Booba. Le collectif Time Bomb ayant plus ou moins pris fin, Booba et Ali se retrouvent sans label. Il faut savoir un truc, à l'époque, il était envisagé que Lunatic rejoigne le secteur A. En effet, ils avaient eu un entretien avec Kenzie, la fameuse tête pensante du groupe, mais ce n'est jamais allé plus loin. On est donc passé tout près d'une potentielle collaboration entre Arsenic et Lunatic. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Dommage. Bref, au lieu de rejoindre le collectif du Val d'Oise, ils vont faire le choix de l'indépendance en s'associant avec le producteur Geraldo. Et comme l'a dit Booba, si ça ne marche pas, ça tient qu'à nous. Beat de Boule, Time Bomb, ça va pas marcher. Donc on a décidé de faire les trucs nous-mêmes. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Si ça marche pas, ça tient qu'à nous. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a un gros engouement autour de Lunatic alors qu'ils n'ont sorti aucun projet.
En fait, ils avaient enregistré un premier album intitulé Sortie de l'ombre qu'ils avaient enregistré lorsqu'ils étaient dans le collectif Beat de Boule. L'album était prêt, mais les deux rappeurs Booba et Ali ont demandé au collectif s'ils pouvaient réenregistrer le projet parce qu'il avait été enregistré dans la cave de Zoxy. Je le rappelle, lui aussi membre de Beat de Boule. Zoxy, lui, il n'était pas de cet avis, et après une petite bagarre dans le métro parisien avec le jeune Booba, naturellement, voilà, ils ont quitté le groupe et le projet n'est jamais sorti, à part quelques sons par-ci par-là. Je sais que ce que je raconte c'est du superflu. Si je suis disque d'or négro, j'aurai le super flow. J'irai au casino, claquerai toute ma thune. Tu sais que je suis ouf, normal, je viens de la lune. Après une condamnation de 18 mois pour Booba, après le braquage d'un taxi, le groupe sort le premier morceau de l'album à venir, et le morceau en question c'est Civilisé. 6 millions de raisons de perdre la mienne. Le système développe trop de pièges. Les garagistes occupent trop de sièges. Immigré depuis le gène, faut que je maintienne. Il contacte Skyrock pour organiser un Planet Rap, mais Laurent Bounot n'est pas trop chaud en raison des paroles suivantes. Texte Z là, j'aime voir des CRS morts, dégoûté quand mes ennemis restent là. Ça passe pas trop. Il y avait deux, trois paroles qui me gênaient, notamment aller caillasser les pompiers, c'est bien, enfin, c'est pas ça exactement, tu vois, mais en gros l'idée du truc c'était ça. Parce que c'est important, une radio comme Sky, c'est important qu'on se pose ces questions, ouais. C'est pas de l'autocensure, c'est de la responsabilité, je pense, avant tout. Très bien, puisque Skyrock ne veut pas diffuser Lunatic, ok, tout se fera en indépendance. Mauvais Oeil sort et le public prend une énorme claque. Inspiré de Mobb Deep, donc un projet bien sombre, l'album est porteur d'un message plus brutal que ce qu'on pouvait voir à l'époque et ce qui était qualifié de rap hardcore. Donc je fais mon billet, si je dois te briser pour briller, hors de portée mort, de rire sans remords, quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'ordre. Le public adhère au double discours du duo, la plume sage et réfléchie d'Ali et l'impulsivité et la haine viscérale de Booba. Ce dernier va devenir le rappeur le plus attendu du pays et il va pas trop se faire attendre parce que 2 ans plus tard, il va sortir son premier album solo. Le sablier est tatoué juste là, Temps mort. Et bordel, quel classique. Alors je demande un temps mort parce qu'on se fait niquer au score, un flot de porc, je suis là pour ouvrir d'autres portes. Hyper novateur dans les flows, les instrus, l'attitude, tout en étant encore profondément dans la mouvance de Time Bomb, Temps mort rentre dans cette catégorie des premiers albums d'un rappeur qui ont traumatisé le rap français. À l'opposé de l'univers sombre et torturé de Booba et Ali, un groupe avec des sonorités zouk et reggae se fait entendre, c'est le Cyan Super Crew. En plus de connaître un succès immense en France avec le titre Angela, ils vont connaître aussi une petite carrière à l'étranger. C'est assez rare, il faut le souligner, le groupe est même invité sur le projet d'RZA du Wu-Tang Clan. Sur le projet, je te baise, je grave, éclate ton gros d'air, je t'ai grosse caisse, ramène tes grosses lèvres, je te donne en grosse lettre, pas des grosses mères, des grosses maîtres à l'aise, pose ta grosse tête, pas de proverbes, mais les grosses patronnes prennent pas de grosses lèvres à la prochaine. Un collectif va également marquer le passage à l'an 2000 en amenant énormément de fraîcheur dans le rap français, c'est la Mafia Cafri. Le collectif se compose alors du groupe Ideal J, où Kerry James va faire ses débuts, un groupe de rap conscient hyper engagé. Le groupe 113, composé de Rimka, d'Apé et de Mokobe, qui font également partie du collectif Mafia Cafri. Et qui ont d'ailleurs sorti en 1999 Les Princes de la Ville, portés par le single Tonton du Bled, un succès instantané qui va leur permettre de remporter une victoire de la musique. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. D'ailleurs pour le 113 et le projet Les Princes de la Ville, la cover était hyper novatrice, on la voit juste là à l'écran, et c'est en fait un rassemblement de plein de photos de personnes de leur quartier, de proches, de lieux, d'objets qu'ils voient au quotidien dans leur quartier, rassemblés pour faire cette magnifique cover que tu vois à l'écran. Alors petite pause pour préciser, certes le style graphique de la cover du 113 était assez novatrice en France, mais l'idée était pas non plus hyper originale, elle a été fortement inspirée par celle de l'album Da Dirty 30 du groupe de hip-hop américain, Crew, sorti 2 ans plus tôt. Mais pour en revenir et finir sur la Mafia Cafri, on peut également citer Rof, qui rappe depuis un moment dans la scène underground et qui est à l'aube d'une grande carrière. Il faut savoir que tous ces artistes bénéficient de l'appui d'un génie de la production, un homme dont les influences s'étalent de la house aux musiques nord-africaines, qui ont d'ailleurs toujours enrichi ses productions, c'est monsieur DJ Mehdi. Et le collectif sortira en 2003 un album qui est juste là, La cerise sur le ghetto, qui connaît un certain succès malgré l'absence de DJ Mehdi et de Kerry James qui ne sont présents que sur un seul morceau. Et là je pense qu'avec cet extrait, je vais te rappeler une petite dose de nostalgie, ou alors, pour d'autres, te faire découvrir l'un des tout premiers clips
entre guillemets, au quartier, donc ce qu'on peut appeler les street clips aujourd'hui, qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Bah à l'époque c'était très rare et ça donnait ça. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, mafia quelqu'un, pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors garlouche. La Mafia Qu'un Free, tu l'as compris, c'est un groupe complètement ancré en France, que ce soit dans les thèmes abordés ou même dans les sonorités. À la même période, quelques groupes avec la même démarche vont connaître le succès, et là je pense à Sniper, le groupe aux accents de reggae qui cartonne avec Gravé dans la roche. À partir de 2005, certains rappeurs vont ramener les codes du gangsta rap américain en France, ainsi que les sonorités des rappeurs du sud des États-Unis qui, à l'époque, connaissent un gros succès. Exhibition d'argent, de grosses voitures, de femmes comme trophée, petit à petit, une partie du public rap va décrocher du rap français. Pour les fans de rap de la première heure, les rappeurs doivent être authentiques et voire même obligatoirement porteurs d'un message social. Pour les adeptes du gangsta rap, cette mentalité est dépassée, le bling bling et la violence n'étant que des atouts ou des artifices, comme si on regardait un bon film d'action quoi. Et l'album qui va populariser ce style dans le rap français, c'est bien évidemment Westside de Booba. Depuis mes débuts, gagner j'ai l'habitude, ma putain d'attitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Fini le Booba en noir et blanc avec des sapes trop larges, lunatique, c'est de l'histoire ancienne pour lui. La première version de Booba va laisser sa place à un personnage froid, sûr de lui et intestable derrière un micro. Faites du bruit pour le rap, sa mise à mort, BO, enserré en os, enchaîné en or. C'est à cette période que certains artistes vont être propulsés au devant de la scène. Tout d'abord Rof qui poursuit sa carrière en solo et qui va suivre la tendance du gangsta rap. Mais si Booba dans ces années-là a incarné un personnage froid et sûr de lui, Rof lui n'a jamais trop hésité à s'ouvrir à son public. Comme sur le classique Regretté, un morceau fleuve de 10 minutes, dans lequel Rof rend hommage à ses proches disparus. J'ai appris sa mort quand j'enregistre cet album, 3 jours avant parler de se voir au téléphone. Comme quoi la vie nous coûte rien, t'es jamais sûr d'être là demain, de rentrer ou de réveiller, aller au rat-de-main. Il y a plein d'autres artistes à ce moment-là, il y a Sefiu, on peut aussi citer Cynic, qui marche très bien avec des albums à succès. Et là, dans le feat que tu vas voir, il y a une autre dame qui nous intéresse, c'est Diams. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressent, pas pour autant qu'on s'entend, pas pour autant qu'on avance dans le même sens. Une artiste qui va très vite être propulsée au rang de superstar, notamment avec son premier succès DJ sur son deuxième album. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Pleine d'énergie, Diams récidive 3 ans plus tard avec un classique intemporel, Dans ma bulle. Porté par des hits tels que La Boulette, Confession nocturne ou Jeune demoiselle, l'album est certifié disque de diamant et Diams arrive à rassembler le grand public et les fans de rap hardcore dans une seule et même bulle. Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. La même année, une rappeuse tout aussi talentueuse mais bien moins connue du grand public sort un premier album, c'est Kazé avec Tragédie d'une trajectoire. Et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre, car je ne rendais compte qu'à celle qui m'a vu naître. Malgré son talent, Kazé n'a jamais connu un succès commercial. Et pourquoi donc? Eh bien, disons que c'est une question de timing. Dans les années 2000, le rap en France commence à s'essouffler un petit peu, les formules se répètent, les succès de Booba, Rof ou encore Diams sont un petit peu des exceptions. Les maisons de disques ne veulent plus signer, à moins d'avoir un immense potentiel commercial. Je dis pas qu'il y a plus de rappeurs, etc. Il y a plein de talents, comme d'habitude, mais voilà, c'est plus trop le dada des labels pour le moment. Ce qu'ils veulent, hein. Et là, ça va être l'entrée en matière pour un jeune artiste de la ville de Trappes. Mesdames et messieurs, c'est Lafouine qui rentre en jeu. Après de nombreux allers-retours en prison, Lafouine participe à un concours sur Skyrock intitulé Un Max 209 qui vise à trouver la nouvelle pépite du rap français. Lafouine perdra en finale face à Fisto le Fister. Il y a un problème dans mes archives. Bizarre. En tout cas, le profil de Lafouine retiendra l'attention des maisons de disques. Et pour cause, amoureux de pop et de chansons françaises, Lafouine a pour particularité de chanter sur ses morceaux, et ce, depuis ses tout débuts. Partout dans le monde, des femmes pleurent et puis des mères qui tombent. Mais tout ça nous mène à rien, ça nous mène à rien. En 2005, il sort son tout premier album, Bourré au son, et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que à ce moment-là, Lafouine, c'est l'un des rappeurs les plus West Coast de sa génération. Ma belle, dérange-toi correctement, quel que soit ton département, ta ville, ton continent. Après s'être fait connaître avec ce premier projet, il en sort un deuxième, Mes repères, qui sera un véritable carton. Pas comme ce qu'il y a derrière. Faut que j'arrête les blagues. Même si la carrière de Fouini est quand même très souvent critiquée et remise en question, il faut le reconnaître, il a quand même décomplexé le rap et le fait de chanter par soi-même dans les refrains. Là où beaucoup invitaient des chanteuses R&B, etc.
Mais d'un autre côté, les artistes émergents ont du mal à se faire connaître à cause d'un fléau qui commence à arriver, les téléchargements illégaux. Et bah là, c'est les tout débuts, les prémices. Vous vous souvenez là des morceaux sur ton MP3, là-fouine-autobiographie-mp3 converteur. On connaît. Blague à part, à cause de tout ça, bah il y a un peu un début d'une crise du disque qui vient se mettre en place. Bon, impossible de passer à côté de Monsieur Desporuti à la même époque. Un rappeur d'une rare sincérité qui prendra malheureusement un peu cher pour son positionnement un petit peu hardcore. Je t'explique. Après 7 ans de doute et de présence dans la scène underground, Desporuti fait parler de lui en 2006 en sortant le morceau Arrêtez. Arrêtez d'aller au McDo. Non, il y a un problème dans le montage là, c'est un autre son. Hey, monsieur l'agent, à la base je suis un bosseur. Arrêtez les fouilles musclées, bande de chiens de vosseurs. Arrêtez de montrer sur TF1 des perquisitions avec nos mères en pleurs. Sinon on fera toujours des clips anti-flics, c'est mort. Ce morceau culte du rap français est présent sur le projet Les Sirènes du Charbon qui sort la même année. Le petit problème, c'est que Despo a choisi une photo polémique pour la cover de son projet. Celle d'un petit garçon entouré de 4 CRS lors d'une expulsion d'immigrés. Il y en a chez qui, bon voilà, c'est pas passé. Poursuivi par un syndicat de policiers, Despo devra payer une amende de 40 000 €, un coup dur pour le rappeur du 93 et pour la liberté d'expression dans le rap. Globalement, c'est une période très compliquée pour les artistes indépendants, mais certains arrivent quand même à survivre en se débrouillant. Et l'exemple dans la matière, c'est Monsieur Alpha 520, qui en s'inspirant de certains rappeurs américains va directement vendre ses CD sur les marchés, notamment à Clignancourt, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, respect à lui. Un million sous le matelas, mais je suis un dalle. Laisse le shit un petit peu, moi je passe à la poudre. Ouais, tu peux me critiquer, mais j'en ai rien à foutre. Et je serai un gangster, que je sois pauvre ou riche. Certains rappeurs vivent plus difficilement le manque d'argent dans le milieu. On peut citer Nesbill qui enchaîne les succès d'estime mais peine à faire décoller les ventes de ses projets. D'où le nom de son deuxième album, Roi sans couronne. Je faisais ça comme ça, 300 couronnes, c'est la prose, mon chemin de croix. Ça marchera pas peut-être, on s'en remettra attaqué. Mais le plus grand roi sans couronne de cette période très sombre du rap français, je pense que c'est Salif. Pris très tôt sous les ailes de Cool Chain et Zoxy, il sort un album à seulement 20 ans, unanimement applaudi dans la scène underground. La drogue quand on n'a rien dans les poches, c'est tentant. Je veux que t'ailles bosser tentant, hein. Fini la rigolade. Trouve-toi un emploi, fais de la plomberie ou du bricolage. 9 ans plus tard, avec presque une décennie de survie dans le rap, il fait ses adieux avec l'album Qui m'aime me suive, avec pas mal de sonorités rock, une chose assez rare à ce moment-là dans le rap français, il faut le souligner. Je ne cherche pas à être quelqu'un, je suis moi. Si tu m'as aimé et que tu m'aimes, suis-moi. Il rejoint donc la liste des rappeurs qui se sont arrêtés et qui ont tenu leurs promesses, avec Fab et Diams qui ont quitté cette industrie, eux, pour des raisons religieuses. Contrairement aux mauvais élèves DC's et Kerry James, qui eux avaient dit qu'ils arrêteraient, au final ils sont encore là, mais tant mieux pour nous. À la même époque, une scène parallèle se développe au sein du rap français. Même si personne ne se ressemble vraiment dans cette scène, on va les mettre ensemble, voilà, on sait pas trop les ranger, et on va appeler ça le rap alternatif. Désireux d'aborder cette musique d'une manière différente, il propose un rap teinté de musique électronique ou traitant de sujets totalement différents. On peut citer le Club des Losers, avec notamment le rappeur Fusati, qui parle du mal-être de vivre dans une petite ville comme Versailles. Pas de partie de foot d'après-midi au zoo. Laisse-moi y aller tout seul, je me sens plus proche des animaux. Fiston, ne m'en veux pas. Avec les années 2000, Internet et forcément le piratage vont faire beaucoup de mal au rap français. Mais l'apparition des réseaux sociaux va permettre à une nouvelle scène d'émerger et de se faire connaître avec très peu de moyens. Parmi les premiers rappeurs entre guillemets internet qui ont une vision totalement différente pour se développer, on est obligé de citer Monsieur Orelsan, qui va enchaîner buzz sur buzz suite au morceau Saint-Valentin, qui va aussi lui poser quelques problèmes, et petit à petit, il va créer son public sur un réseau connu à l'époque qui aujourd'hui est dans les abîmes d'internet, MySpace. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Donc voilà un des premiers exemples d'artistes qui vont utiliser internet, les réseaux, etc. pour se développer sans forcément passer par les médias classiques, la radio, etc. Ce qui va permettre d'ouvrir un champ des possibles à beaucoup d'artistes derrière. La section d'assaut, grand groupe qui a bercé plus d'une adolescence derrière l'écran je pense, vont aussi se faire connaître avec un buzz sur internet grâce à un clip qui est juste là où ils s'en prennent à la tectonique. As-tu dansé la tectonique derrière l'écran? Moi oui, malheureusement. Pardon, j'y reste des fois. C'est les mélodies qui viennent des quartiers négligés, section d'assaut, le renouveau, ça sort du lot. C'est parce qu'on nique la tectonique. Et c'est un peu la section d'assaut qui va remettre à la mode ce côté collectif dans le rap français. Et après le succès de ce groupe, on a vu plein d'autres groupes émerger, ça a un peu fait renaître ce truc de collectif au sein du rap français, un 995, l'entourage, etc. Bref, je pense que tu connais la chanson. Des collectifs qui vont d'ailleurs remettre un petit peu la lumière sur une des disciplines essentielles du rap, le clash. Avec bien évidemment la fameuse émission, les Rap Contenders.
C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Les années 2010, c'est le retour de l'esprit hip-hop dans le rap français, et forcément, ça signifie le retour des compilations. En 1996, Hostile Hip Hop a permis à toute une génération de se faire connaître, et bien évidemment, en 2012, c'est la Bousca Tape de Bouscapé qui révèle plein de noms, Niro, Sadek, Esprit Noir, etc. Cette décennie, c'est bien évidemment aussi l'arrivée de l'autotune, avec un artiste qui a popularisé tout ça, Booba, et le projet 09. N'en déplaise à certains à ce moment-là, ça avait jacté. Certains artistes vont la mettre au centre de leur musique et arriver avec des propositions super innovantes. Et là, je pense à Jul, SCH, PNL, Laylo, etc. Bref, il y a plein d'artistes. Un des éléments qui a permis d'ouvrir le champ des possibles au rap français et créer petit à petit une certaine patte. Bref, un outil qui a permis de construire encore plus de branches sur l'arbre du rap français qui se développe petit à petit avec plein de genres, plein de sous-genres, etc. Ma monnaie ne fait que m'embellir. Dans le rap, je fais des délits. Aujourd'hui, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Je suis avec tonton, je fume un col. Que la famille, personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Canette ouverture. Ce son, il a rien de spécial. Je l'ai pas loué. Tu fais des pompes, des tractions. Mais nous, tu fais Alors je demande un temps mort parce qu'on se fait niquer au score. Un flot de fort, je suis là pour ouvrir un compte fort. Bon, je crois que ce dossier est clos. En 40 ans, le rap français s'est tellement diversifié qu'aujourd'hui dire je suis fan de rap français, bon, ça veut pas dire grand chose. Et dire qu'on n'aime pas le rap français, c'est encore pire. Il y aura forcément quelque chose que t'aimes. Le rap aujourd'hui, ça peut très bien être ta daronne qui s'ambiance sur Oxmo Puccino entre deux vinyles de jazz, ou toi en train de soulever ton meilleur développé couché avec du charisme dans les oreilles. Aujourd'hui, il y a tellement de genres et d'artistes différents dans le rap français que peu importe le mood dans lequel tu es, il y a forcément un artiste qui va correspondre à ça. Laylo, PNL, SCH, Jul, bref, il y a trop d'artistes. Le rap français n'a jamais été aussi diversifié et tout ça, on le doit grâce à cette histoire, grâce à plein de passionnés qui ont fait que ce mouvement prenne de l'ampleur en France. Pour moi, c'était important de revenir sur comment tout ça s'est développé pour mieux comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui dans le rap français, tous les nouveaux genres, les nouveaux visages, etc. Comprendre comment ça se passe, comprendre cette musique. Bien évidemment, je pouvais pas tout résumer. Je voulais surtout avoir un côté historique vis-à-vis de tout ça, donc m'en veux pas derrière ton écran si j'ai zappé ton rappeur préféré, mon ref, on est quand même ensemble. Pour moi, c'était hyper important de revenir sur ce passé. Pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, il était important de comprendre toute cette histoire. Ce qu'il y a, Yann. Bon, je crois qu'il y en a un qui a pas suivi. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, mon ref, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit like, le commentaire, l'abonnement, ça régale. Bien évidemment, un grand merci à toutes les personnes que j'ai pu citer dans cette vidéo, même les photos que j'ai pu utiliser, etc. C'est aussi ces personnes-là qui font un travail d'histoire à travers leur passion, leur travail, donc un grand merci à eux. Je quitte mes archives, j'en peux plus, j'ai plein de poussière dans les yeux, je me casse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, des bisous, et vive le rap, mesdames et messieurs.